Parce que là, il y a cette histoire qui nous a particulièrement intéressés. Je vous parle d'un cargo. Un cargo de la flotte fantôme. Vous savez, ce sont ces cargos qui, malgré les interdictions, utilisent un peu des pavillons de complaisance pour continuer de véhiculer le pétrole russe, les hydrocarbures russes ou d'autres marchandises qui seraient interdites par les sanctions. Et là, ce cargo, il a fait naufrage en Méditerranée. Et on a découvert, ce sont les autorités espagnoles qui l'ont affirmé, qu'il transportait des réacteurs nucléaires, rien de moins, à destination de la Corée du Nord pour équiper des sous-marins. Bon, il a été torpillé. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est nous qui l'avons fait, quoi. Quand je dis nous, les Occidentaux, hein, est-ce que ce sont des sous-marins de l'OTAN qui, pour pas que les réacteurs nucléaires arrivent jusqu'en Corée du Nord, auraient pu torpiller ce cargo. On les a, les images du bateau, on les avait, hein, je crois, hein, j'aimerais bien qu'on les voit. En attendant, je suis en ligne avec Michel Polaco. Bonjour Michel. Eh bien écoutez, Michel Polaco, je vous pose la question. Est-ce que selon vous, on a pu s'en occuper ? C'est pas impossible, parce que si vous voulez, il y a quand même un authentique embargo sur la Corée du Nord. La Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire. La Corée du Nord est donc un pays qui est considéré comme dangereux, puisque c'est un pays pirate en matière de nucléaire, qui n'a absolument aucun droit par rapport, je dirais, aux vieilles habitudes et réglementations de l'Organisation des Nations Unies, à posséder des armements nucléaires, sinon grâce à la dissémination nucléaire qui a été faite par les Chinois et par les Russes. Donc il est bien évident que c'est un pays dont il faut se méfier. Et s'ils ont un jour des sous-marins nucléaires d'attaque, pire encore des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils vont représenter une authentique menace, parce qu'on peut dire que c'est quand même un pays fou. Donc voilà, si vraiment on était sûr qu'il y avait à bord des éléments permettant de construire une chaufferie nucléaire pour un sous-marin, il ne serait pas incohérent qu'un des pays de l'OTAN, de manière confidentielle évidemment, ait fait couler ce cargo. Oui, parce que Michel, ce qu'il faut expliquer sans doute à ceux qui nous regardent, c'est que si vous équipez un sous-marin d'une propulsion nucléaire, ça lui permet de rester sous l'eau pendant des mois, des années, et ça participe justement, par exemple pour nous, de notre dissuasion nucléaire. Alors le plus important évidemment pour un sous-marin à propulsion nucléaire, c'est qu'effectivement il a une autonomie de déplacement qui est illimitée. En revanche, l'équipage, lui, il faut le nourrir, et puis il y a un certain nombre de choses qu'il faut être capable de réparer, de réformer, etc. Donc l'illimité n'existe pas, mais enfin ça se compte en mois. Donc c'est très important. Et surtout, ça permet de s'approcher beaucoup de son adversaire. Un sous-marin nucléaire d'attaque ou un sous-marin nucléaire lanceur d'engins coréen pourrait venir se balader dans l'Atlantique, dans le Pacifique et présenter une menace de proximité pour les côtes américaines ou pour les côtes européennes. Donc ce serait vraiment le sous-marin nucléaire d'attaque ou le sous-marin nucléaire lanceur d'engins à propulsion nucléaire. Ce sont des outils d'une puissance considérable. Souvenez-vous, pendant la guerre des Malouines, lorsque les Anglais et les Britanniques ont amené un seul sous-marin nucléaire d'attaque à proximité des Falklands, toute la flotte argentine a été obligée de rentrer au port. Donc voilà, c'est ça, un sous-marin nucléaire d'attaque. Michel, alors vous, là, parce qu'on vous joint à distance, donc vous ne pouvez pas voir les images qui nous sont parvenues le 24 décembre de ce bateau couché, vous les voyez, couché sur le flanc, sur son flanc gauche. C'est d'ailleurs ce positionnement qui a poussé les autorités espagnoles à évoquer l'idée d'une torpille. On sait aussi, Grégory Phillips, qu'on a pu constater un trou dans la coque avec le métal plié vers l'intérieur du bateau. Voilà, autant d'éléments qui ont laissé penser à une intervention. Oui, et pour rebondir sur ce que disait Michel Polaco à l'instant, pourquoi est-ce qu'on parle d'une torpille ? Parce que les dégâts que vous venez de décrire, et si c'est vraiment une torpille, c'est quelque chose qui a été réalisé par une armée souveraine, c'est pas un acte de sabotage, c'est sans doute même pas les Ukrainiens qui pourtant sont capables d'aller attaquer la flotte russe fantôme, vous savez, avec ces petits drones navals dont on a beaucoup parlé, même les drones sous-marins, ils ont quand même des moyens de s'attaquer à ces navires. Mais là, si on est sur une torpille qui a mis hors d'état de circuler ce cargo, c'est sans doute de la part d'une armée. Alors, laquelle ? Ça, je suis bien incapable de vous le dire. On est dans les eaux internationales. Ouais. Donc,
tout le monde peut opérer. Tout le monde peut avoir un sous-marin qui se balade dans le coin et aller taper ce cargo. Mais qui l'a fait, ça je peux pas vous le dire. Bon. C'est pas une toute petite torpille, hein, c'est une torpille. Enfin, on estime que ça mesure 1,5 mètre de diamètre. Vous voyez, donc le trou qui a été provoqué, c'est pas n'importe quelle arme. Et on parle de torpilles d'ailleurs perforantes, non explosives. À supercavitation. Ouais. Donc là, le nombre de fabricants de torpilles se réduit un peu. Mais enfin, on pourrait trouver des Russes, mais on peut trouver l'Allemagne. Bon, voilà. Les Français, on en a. Ce qui est quand même. Est-ce qu'on en a nous en France? Je pense dans nos sous-marins d'attaque, oui, parce que c'est le rôle des sous-marins d'attaque. Je ne parle pas des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui là sont une autre armada, mais on a des sous-marins nucléaires d'attaque qui sont équipés de torpilles, précisément pour ce type d'opération. Bon. Et Michel, on a à notre connaissance l'idée, est-ce qu'on sait si la Corée du Nord est effectivement à la recherche d'entrer en capacité d'avoir à la fois des missiles, on a vu que Kim Jong-un présentait régulièrement au monde sa capacité de lancement de missiles depuis le sol. Est-ce qu'on sait si les Nord-Coréens sont à la recherche de sous-marins nucléaires? Oui, bien sûr. Ils ont des petits sous-marins avec lesquels d'ailleurs ils font un peu de désordre dans les océans, dans les mers qui les entourent, ce qui provoque des incidents avec la Corée du Sud ou avec les Japonais. Donc les Coréens, évidemment, travaillent sur le sous-marin. Les Coréens voudraient bien avoir au moins des sous-marins d'attaque pour, je dirais, assurer la protection de leurs côtes et éloigner d'éventuels agresseurs de leurs côtes. Et il est bien évident que s'ils arrivaient à disposer, je pense, dans un premier temps, de sous-marins nucléaires d'attaque, propulsion nucléaire d'attaque, ils en seraient extrêmement fiers et ce serait pour eux une occasion d'être plus menaçants encore. Maintenant, ils ont des missiles balistiques, on peut mettre des missiles balistiques dans des sous-marins, mais c'est une autre affaire. C'est un gros boulot, ça demande beaucoup de compétences techniques, technologiques, c'est très complexe. Et c'est pas en 10 ans qu'on peut faire ça. La France a fait ça avec le Redoutable en 15 ans. Aujourd'hui, on met toujours 15 ans à fabriquer la génération suivante avec toute la culture que nous avons et toute l'ancienneté que nous avons dans cette culture, comme les Américains, comme les Russes, comme les Britanniques, et on peut dire aujourd'hui comme les Chinois. En tout cas, Michel, voilà qui vient nous confirmer, nous le savions, mais qui viendrait nous confirmer cette volonté de coopération étroite entre Russie et Corée du Nord. C'est plus que de la confirmation, parce que les deux ont même passé un pacte, une alliance en 2024, et maintenant c'est les grands amis, Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que d'abord Vladimir Poutine avait besoin de soldats pour le front ukrainien, et donc on a compté quasiment 10 000 soldats nord-coréens qui sont venus du côté de Koursk pour se battre aux côtés des Russes contre les Ukrainiens, et en échange il y a des transferts de technologie, et on peut imaginer que c'est ce bateau, ce cargo fantôme, avec à bord ces deux enveloppes de réacteurs nucléaires, fait partie de ce deal de transfert de technologie. Et ça va certainement se poursuivre, puisque les deux hommes, les deux dictateurs, disons-le, se sont échangés là tout récemment, au moment des vœux, leurs vœux. L'un en disant qu'ils avaient Vladimir Poutine dit à propos de Kim Jong-un et de la Corée du Nord, on a une amitié invincible. Et de l'autre côté, Kim Jong-un loue le sang versé aux côtés des Russes. Donc vous voyez, ils se sont retrouvés, je ne sais pas si vous vous souvenez, début septembre, il y a eu ce défilé incroyable à Pékin, en présence évidemment de Xi Jinping, et les deux étaient là, c'est-à-dire Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Donc on voit bien cette alliance qui se traduit par des échanges d'armements et donc de transfert de technologie, ce qui évidemment fait les affaires de la Corée. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Eric, puisque c'est la période des vœux, y compris pour ces dictateurs. Kim Jong-un a aussi souhaité pour 2026, donc parmi ses bonnes résolutions, plus de missiles. C'était un message tenu lors de son discours. Chacun a ses vœux à son propre niveau, dans son domaine, dans son précaré. Pour Kim Jong-un, c'est les missiles. Effectivement, c'est pas surprenant. On va parler, Michel, si vous êtes toujours avec nous, je m'en réjouis, parce que je voudrais que nous parlions un petit peu de cette flotte fantôme. Souvenez-vous, par exemple, du push-pas
Ce pétrolier qui avait été saisi par les autorités françaises, l'armée française, la marine française, au large de Saint-Nazaire en octobre 2025. À l'époque, le président Emmanuel Macron s'était exprimé en marge d'un sommet européen au Danemark. Écoutons le chef de l'État au sujet de cette saisie du push-pas, et puis on pourra reparler un petit peu de cette flotte fantôme qui, en quasi toute impunité, continue de sillonner les mers. Des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage, qui justifie d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui. D'ailleurs, on en est où de cette procédure? On sait, non, Grégory? Honnêtement, je sais pas. Non, bon. Je sais pas. Alors, je crois que le navire était reparti au bout de quelques jours. Ouais, mais comme il y a eu judiciarisation, c'est vrai ce serait bien qu'on ait un peu de suivi. Je vous réinterrogerai la prochaine fois qu'on se retrouve sur un plateau. Voilà. Lundi. Attention, lundi, oui. Alors, la flotte fantôme. Là, il y a ce cargo, là, le Ursa Major. Bon, apparemment, il a pris une torpille. Bon. L'an dernier. Non, le push-pas, c'était l'an dernier, mais là, celui qui nous occupe... Oui, c'était Noël 2024. Oui, pardon, bien sûr, oui, tout à fait. Bon, ça, il a pris une torpille. Est-ce qu'on est un peu trop mou, entre guillemets, vis-à-vis de la flotte fantôme? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage s'inspirer de ce qui s'était passé en décembre 24? Il est évident que c'est pour les Russes une source de revenus. Oui. Parce qu'ils arrivent, bon gré mal gré, à exporter leur pétrole vers quelques pays amis, alors en prenant des chemins détournés, avec des bateaux qui sont sous pavillon de complaisance, en essayant de passer dans les eaux internationales en essayant de ne pas se faire repérer. Donc si vous voulez couper le robinet du pétrole, il faut s'attaquer à la flotte fantôme. Michel, vous avez envie de nous dire un mot là-dessus? On me glisse dans l'oreillette. Oui, effectivement, si vous voulez, il faut quand même qu'on fasse attention parce que c'est quand même nous qui sommes en train de nous transformer en pirates. Peut-être qu'il y a une flotte fantôme, mais la flotte fantôme, elle a parfaitement le droit de naviguer dans les eaux internationales et personne n'a le droit de s'en mêler. Il n'y a pas de police de l'ONU de la mer internationale. Donc, si vous voulez, déjà l'opération menée par les Français, elle était très discutable et très douteuse. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a libéré l'équipage et on leur a dit que, a priori, on les convoquerait au mois de janvier pour leur faire un procès. Vous imaginez bien qu'ils viendront jamais, que le bateau est reparti et qu'on n'est pas prêt de les revoir. Mais il faut quand même qu'on fasse attention à ça. Oui, sans doute, il faut trouver des moyens pour empêcher les Russes d'utiliser cette flotte à leur profit et pour exporter notamment du pétrole. Enfin, il ne faut pas non plus que ce soit nous qui tombions dans l'illégalité, même si, pour des raisons valables, par exemple le transfert d'éléments de centrales de chaufferie nucléaire, tant pis pour la loi. Notre intérêt, c'est de détruire les bateaux et les chaufferies et de faire qu'ils n'arrivent pas en Corée du Nord, pointe à la ligne. C'est intéressant, c'est en fonction aussi du degré de menace. On se dit, bon, le pétrole, tant pis. Mais là, des réacteurs nucléaires à destination de Pyongyang, c'est pas Pyongyang, mais à destination de la Corée du Nord, là, il fallait intervenir, nous dit Michel Polakour. Il y a toujours cette dialectique, Arlette, on l'a souvent eu. Le droit. Faut-il respecter le droit quand on combat quelqu'un qui se fiche du droit? Voilà, en résumé. Exactement ça. Alors on peut revenir aussi à Donald Trump qui, lui, continue à taper sur des bateaux qui transportent de la drogue. Et donc, ça non plus, c'est pas respecter le droit. Mais au bout d'un moment, je pense que certains vont se poser la question effectivement, face à l'afflux de drogue qui arrive en direction de l'Europe, puisque la France n'est pas seule concernée, à un moment ou à un autre, on se posera la question, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui partent des Antilles, par exemple, et donc on pourra se poser la question. Et on n'a pas fini, vous avez raison, c'est l'interrogation, c'est le droit contre, je dirais, la légitime défense en ce qui concerne le nucléaire. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que Poutine était contre la dissémination de l'arme nucléaire, dans mon souvenir, à une période de sa vie. Aujourd'hui, il n'est pas du tout gêné par la fourniture, effectivement, d'éléments, parce que c'est son allié, la Corée du Nord. Donc il y a effectivement un débat qui va continuer. Intérêt vital, je pense que la fourniture d'éléments permettant effectivement aux Coréens d'enrichir leur richesse en armes nucléaires, c'est de la légitime défense. Nous sommes dans une confrontation. Est-ce que dans le cadre de cette confrontation, le droit vient limiter l'efficacité des démocraties dans ce combat? Bon, c'est une question importante. Oui, parce qu'il y a effectivement les sanctions. Et donc,
Le pétrole, Sanction le marche gaz pas. russe qui se balade le pétrole russe qui se promène sur ces bateaux fantômes, c'est aussi, on le sait, le nerf de la guerre. Bien sûr. Et réellement le nerf de la guerre. C'est ce qui permet de financer l'effort de guerre russe. Et ce qui devrait normalement ne pas avoir lieu à cause des sanctions internationales, mais comme elles sont en permanence détournées, cette idée de se dire finalement il faut s'en prendre à cette flotte fantôme, c'est peut-être le gage de l'efficacité.